Bienvenue pour la seconde partie de notre programme à Sarrebruck, ville allemande limitrophe de la France. Longtemps dans une région très industrielle dont nous allons parler avec notre invité. Nous parlerons bien sûr aussi de ces élections du 22 septembre où l'électorat et les élus ont beaucoup changé de profil. En effet, depuis plus de 10 ans, la loi sur la nationalité a été modifiée en faveur du droit du sol, comme nous le montre ce reportage de notre correspondante Anne Maillet. Nous sommes à Wedding, un quartier populaire de Berlin. Özcan Mutlu s'est levé tôt pour distribuer ses tracts. Il est le candidat écologiste de la circonscription pour le Bundestag. Mutlu est d'origine turque. Il a obtenu la nationalité allemande il y a 20 ans et depuis, il gravit les échelons de la politique. Mais entre sa première campagne électorale en 1999 et ses législatives, les temps ont bien changé. À l'époque, il arrivait que mes affiches soient détruites ou taguées. C'était quelque chose d'inhabituel. En 1999, j'étais le premier candidat issu de l'immigration qui se présentait à un siège au Parlement régional. Mais entre-temps, il y a 35 députés d'origine turque qui ont réussi à siéger dans les parlements du pays. Une forme de normalité s'est installée. Avec la réforme du Code de la nationalité mise en œuvre par l'ex-chancelier Gerhard Schröder en l'an 2000, l'Allemagne a abandonné le droit du sang au profit du droit du sol. Et depuis, de plus en plus d'Allemands d'origine étrangère se font une place au sein des partis politiques. Parmi eux, Karamba Diaby, le candidat social-démocrate de Halle en Saxe-Anhalt, a de bonnes chances de devenir le premier député allemand d'origine africaine. J'ai la nationalité allemande, mais j'ai mes racines au Sénégal. J'ai étudié ici, je travaille depuis plus de 27 ans. Ma famille est ici, mes enfants grandissent ici. Donc, je me suis identifié avec ce pays et c'est pour cela que j'ai pris la nationalité allemande. Je m'engage aussi dans tous les domaines dans ce pays. Aux célébrations des 150 ans de sa famille politique à Berlin, Karamba Diaby veut avant tout faire la promotion de la diversité. Jusqu'à présent, on n'a pas eu l'impression que la participation des immigrés avançait dans ce pays. Et si ma candidature contribue à tirer l'attention sur cet aspect de la société allemande, donc ça aussi c'est un aspect assez positif d'un point de vue. Le SPD compte environ une vingtaine de candidats issus de l'immigration. Et d'autres partis, notamment le Parti conservateur, suivent l'exemple. En tout, ils sont une centaine de candidats d'origine étrangère, un record pour l'Allemagne. Mais il y a tout de même encore une ombre au tableau. Les Allemands issus de l'immigration constituent 20% de l'ensemble de la population, mais seuls 4% des candidats sont d'origine étrangère. Il y a donc encore beaucoup de retard à rattraper. Mais je suis convaincue que cela va encore plus fortement évoluer dans les années à venir, car les partis politiques savent que c'est devenu une nécessité. 5,8 millions d'électeurs sont désormais issus de l'immigration, tendance à la hausse, des voix que les partis politiques ne peuvent plus ignorer. Pour poursuivre notre balade en Allemagne, nous sommes en compagnie dans la Sarre, sa région, de Joe Leinen. Bonjour Monsieur Leinen. Bonjour Madame. Vous êtes député européen du SPD en Allemagne, les sociodémocrates qui sont à la peine dans les sondages pour cette élection. Pourquoi ? Voilà, notre candidat a eu des problèmes. Je crois que le grand sujet, c'est aussi la crise de l'euro, la crise en Europe. Et les gens croient qu'Angela Merkel a fait les choses assez bien. Et ils ont tort ? Bon, je vois qu'on a la stagnation, on a même la récession dans beaucoup de pays. On a les jeunes qui ne trouvent pas de travail. Et l'Allemagne ne peut pas être un paradis dans un monde où nos voisins souffrent. Et c'est pour ça que nous travaillons pour une alternative au prochain gouvernement allemand. Qu'est-ce qu'il faudrait faire si vous étiez une alternative à ce gouvernement sur le front européen ? Bon, je crois que l'austérité n'est pas vraiment une solution. Il faut aussi une politique de croissance et une politique d'emploi. Et on a développé plusieurs pistes d'action. Et j'espère que le public quand même comprend qu'il faut les deux, faire des réformes, mais il faut aussi investir.
Mais vous dites que vous avez encore vos chances pour aller au pouvoir. Comment vous voyez les coalitions possibles ? Je crois que le jeu est tout à fait ouvert. Ce gouvernement, à mon avis, n'a pas de majorité. Madame Merkel est le plus fort, mais elle doit avoir un partenaire. Et ce n'est pas du tout clair que les libéraux sont aussi forts pour former encore une fois un tel gouvernement. Alors, 6 heures dimanche soir, on va voir les résultats. Et à ce moment commencent les combinaisons des coalitions. On les suivra sur notre antenne sur France 24. Mais en attendant, vous vouliez nous montrer un exemple concret de cette crise en Allemagne aussi. Oui. Vous avez amené à la forge de Saarstahl, puisque la Sarre, votre région, était jadis très dépendante de ce secteur de l'acier en crise aujourd'hui. Oui, la crise en Europe touche notre région, touche l'Allemagne, touche cette entreprise. Lorsqu'il n'y a plus des ventes dans l'automobile ou dans le secteur de l'énergie, eux, ils sont en crise. Bien sûr, c'est le marché global, mondial, un produit de la Chine, mais aujourd'hui aussi des États-Unis. Le prix d'énergie sont un tiers des prix d'énergie en Europe. Mais à la fin, c'est quand même la chute de production en Europe dans le secteur automobile, dans le secteur énergétique qui a des effets négatifs pour cette entreprise ici en Sarre. Pourtant, c'était le socle du projet européen que l'acier. C'est vrai que les Européens, vous êtes particulièrement sensibles à ça, se sont retrouvés sur l'idée de production du charbon et de l'acier. La CECA, la communauté européenne acier et charbon, était le noyau dur, disons, de l'idée européenne. Et voilà, c'est un peu dommage qu'aujourd'hui on n'a plus de mines, le charbon est passé et l'acierie est aussi en crise. Alors cette vieille identité européenne est en train de s'évanouir. When we have problems, when we have a crisis or we have the necessity to restructure our companies, we can do it together with our partner of the labor unions and of the Workers' Council. And we find solutions, and it's also part of our culture that we have to find social solutions. Dieser Sozialdialog, wie Sie ihn bezeichnen, das ist ein Grundstein unserer Kultur. Ich denke, das zeichnet die deutsche Stahlindustrie aus. Wir sind auf Augenhöhe mit den Unternehmern. Wir sind montan mitbestimmt. Unser, ich sag mal, Rahmen ist das Betriebsverfassungsgesetz, an der sich sowohl Arbeitgeber wie aber auch Arbeitnehmervertretungen halten müssen. On oppose souvent la France et l'Allemagne sur le dialogue social, puisque les syndicats ici sont très forts, très puissants en Allemagne, et qu'ils ont ce dialogue continuel avec le patronat pour décider des grandes orientations. Bon, dans le secteur industriel, notre système de cogestion travaille très bien. On a vu dans toutes les crises que les travailleurs et la direction des entreprises se sont mis à une table ronde. Ils ont trouvé des solutions pour les uns et les autres. C'est vraiment une culture qui travaille très bien, qui a du succès. Où nous sommes faibles, c'est là où les syndicats n'existent pas tellement dans le secteur des services. Et dans le secteur des services, on a vraiment des salaires trop bas. On n'a pas une loi pour des salaires minima. On reste toujours dans le secteur de l'acier, mais on part tout à fait à l'opposé de l'Allemagne, à Eisenhüttenstadt, à la frontière polonaise, cette ville des hauts fourneaux qui était réputée sous la RDA communiste, ville idéale. Et aujourd'hui, les choses ont bien changé, comme nous le raconte notre envoyée spéciale, Julie Dukeloff. De Stalinstadt, il ne reste que cette architecture si typique, la fumée des hauts fourneaux et quelques fresques vantant les valeurs du communisme. Cette ville a été construite dans les années 50 à la frontière polonaise pour devenir la ville modèle de RDA.
Sur la Lénine-Allée, rebaptisée Linden-Allée après la chute du mur, le restaurant d'Erika. Dans cette salle devenue bien trop vide, elle se souvient de son arrivée dans cette friche qui allait devenir Eisenhüttenstadt, la ville de l'acier, après la déstalinisation. Quand je suis arrivée ici, il n'y avait rien. Pas l'hôtel unique, rien. Aucun bloc d'immeubles, rien du tout. D'un point de vue du vivre ensemble avec l'usine, c'était mieux. Oui, c'était mieux avant. Parce que régulièrement, pour des grandes occasions, on se réunissait, que ce soit la fête des hommes, la fête du travail ou la fête du 7 octobre, la fête de la RDA. C'était des symboles qui célébraient le collectivisme. Les gens arrivaient tous ensemble, partageaient des tables, faisaient la fête, buvaient. Ça n'existe plus du tout aujourd'hui. Non, ça on le voit plus du tout. Difficile de croire que dans les années 60, cette ville était la plus attractive de la région. On l'appelait même la ville idéale. Hommes et femmes affluaient de tout le bloc de l'Est pour travailler dans la scierie et construire un nouveau modèle de société. Ecostal, fleuron de la sidérurgie, employait alors 12 000 personnes. Aujourd'hui, l'usine devenue ArcelorMittal ne compte plus que 2500 ouvriers. Beaucoup sont nostalgiques. Aux archives de la ville, Gabrielle veille sur ces trésors du passé. Je crois que les gens de ma génération ont de très beaux souvenirs d'une scolarité heureuse et d'une formation professionnelle garantie pour tous et gratuite parce qu'à l'époque, tout était gratuit. D'un autre côté, bien sûr, on n'avait pas le droit de quitter la RDA. On avait juste le droit de voyager dans le pays et ce n'est qu'après la chute du mur qu'on a pu enfin découvrir le monde. Pourtant, je crois qu'on peut dire que tous les habitants ont vécu heureux dans cette ville. Eisenhüttenstadt n'a plus rien d'une ville idéale pour sa jeunesse. De 27 ans, la moyenne d'âge est passée à près de 50 aujourd'hui. Le taux de chômage varie entre 9 et 12%, contre 6,8% dans le reste du pays. Et la ville s'est vidée de plus de la moitié de sa population. Ben avait 13 ans lorsque le mur est tombé. Faute de perspective, il a été obligé de partir à l'ouest pour étudier et travailler. C'est sans nostalgie qu'il se remémore ses années d'écolier. J'ai grandi jusqu'en 1989 dans une société socialiste, ce qui veut dire que tout tournait autour de l'esprit collectiviste. Quand on était ici, il fallait qu'on se mette en rang 3 ou 4 fois par an pour écouter des discours sur la manière dont nous allions diffuser le système socialiste et comment nous allions vaincre le capitalisme. Maintenant, vous voyez, c'est un quartier abandonné. Bientôt, Tom, Deborah et beaucoup d'autres, nés après la réunification, partiront eux aussi. Tous ceux qui veulent faire des études veulent tous partir. Il n'y a que ceux qui veulent faire des formations professionnelles pour travailler à l'usine qui restent. Mais moi, je veux plus pour mon avenir. Alors je vais partir. Eisenhüttenstadt restera alors quelques vieux et leurs souvenirs et son centre-ville, classé patrimoine historique de l'ex-RDA. On se trouve dans une crèche parce que c'est vrai que la natalité est un sujet très important pour les Allemands. Une natalité en chute. Pourquoi ne font-ils plus d'enfants? Alors, vu de l'extérieur, l'Allemagne semble être parfaite. Mais vu de l'intérieur, on a quelques grands problèmes. Et garder les enfants. En Allemagne, on fait aujourd'hui ce que la France a fait depuis des décades, d'avoir des crèches. Ça, c'est un des grands problèmes. Et bien sûr, les jeunes filles qui veulent avoir une profession, qui veulent faire une carrière, qui veulent travailler, parce que la vie est chère, ils ont des vrais problèmes de savoir qu'est-ce que je fais avec mon enfant. Vous nous avez emmenés dans cette crèche de Püttlingen, qui est votre village en quelque sorte. Et vous nous dites qu'elle a des caractéristiques très intéressantes, franco-allemandes d'abord, et puis crèche parentale. Oui, les femmes qui ont organisé cette crèche, ils veulent faire le mieux
pour les enfants. Alors, ils ont choisi d'abord un modèle auto-organisation. Alors, ils font un peu l'optimum pour l'ambiance dans cette crèche. Mais d'autre côté, on est ici à la frontière franco-allemande. Ils ont besoin de la langue du voisin. Viens, on va jouer comme la sonne spielen gehen. On s'entend si bien, wie gut wir uns À partir de cette rentrée de septembre, il y a désormais une loi qui a été passée par la ministre de la Famille, Madame Schröder, qui a eu d'ailleurs un enfant pendant qu'elle était en fonction, qui dit que tout enfant d'1 an peut avoir sa place en crèche. Mais c'est le cas vraiment sur le terrain ? Voilà, finalement, on a cette loi en Allemagne, je dirais 40 ans trop tard, mais bon, ça existe, mais ça existe sur le papier. En réalité, on a un déficit énorme de listes d'attente des familles pour la crèche pour les enfants. Alors je dirais que ça dure encore 5 jusqu'à 10 ans pour que chaque famille peut trouver une crèche en Allemagne. Effectivement, il y a une divergence idéologique entre gauche et droite. La gauche qui dit qu'il faut des institutions et la droite qui dit qu'il faut payer un salaire pour que les femmes restent à la maison. Bon, pour satisfaire leurs idéologies, les conservateurs ont fait 2 lois. Une garantie pour une crèche, mais une aussi une subvention, disons, pour les familles si la femme, très souvent, reste à la maison. Et c'est idéologique parce que les jeunes filles, elles veulent travailler. Très souvent, elles doivent travailler parce que la vie est chère. Voilà, c'est au milieu des enfants, les futurs Européens, que nous refermons cette émission et nous quittons l'Allemagne à regret. Je vous donne rendez-vous dans un autre pays européen le mois prochain. Et d'ici là, auf Wiedersehen. On dit comment ? Au revoir. Au revoir.